conclusion express avant de passer à l'intervention suivante. Nous restons dans la région. Nous restons, quoique au centre, dans les terres de la région, nous restons toujours dans un domaine aquatique, mystérieux, à Beauvais cette fois-ci. Effectivement, nous restons dans la région des Hauts-de-France. Nous retournons à Beauvais, puisque ce matin, Sylvain Pinta vous y a déjà emmené. Nous retournons à Beauvais. Nous reculons dans le temps après ce que nous venons de voir pour aller vers le Moyen-Âge, le début du XIVe siècle, et bien sûr pour parler du XXe siècle et du XXIe siècle. Nous changeons de domaine, le domaine monumental, et non plus le domaine de l'objet d'art. Nous changeons de registre par ailleurs, nous ne sommes pas dans le domaine des musées, quoique, on en reparlera, nous sommes dans le domaine des monuments historiques. Donc c'est un changement un peu de perspective au premier abord, évidemment. Alors, de quoi s'agit-il? Diapo, s'il vous plaît. Bon, là, ça c'est le texte introductif que vous avez eu dans la mise en bouche liée au programme. Diapo suivant. 2. Donc, nous sommes à Beauvais, dans l'Oise, évidemment, et nous nous approchons du quartier épiscopal. Le quartier épiscopal comporte évidemment la cathédrale que vous voyez ici dans son état gothique, d'une part, précédée la cathédrale Saint-Pierre, précédée de ce qui reste de la cathédrale pré-romane, fin de l'époque carolingienne, qu'on appelle la Basse-Œuvre, dont, la digestion par la construction de la cathédrale gothique s'est achevée, puisqu'on a renoncé à construire, à achever la cathédrale gothique. Et absolument en continuité, vous avez le palais épiscopal, ce pourquoi on peut parler effectivement d'un groupe épiscopal ou d'un quartier épiscopal. Ce palais épiscopal est actuellement dévolu au musée départemental de l'Oise depuis 1973 et est propriétaire du conseil départemental de l'Oise. La construction du palais, diapo s'il vous plaît. Diapo suivante. La construction du palais débute au XIIe siècle, autant qu'on le sache, et qui dit palais épiscopal dit évêque, donc construit pour l'évêque de Beauvais, qui était aussi comte de Beauvais depuis le XIe siècle et pair de France. C'est déjà pour vous dire l'importance historique, évidemment, de ce type de personnage et donc de commanditaire, puisqu'on va y arriver, évidemment. L'entrée est marquée par un châtelet que vous avez ici, donc cathédrale, c'est pas un, évidemment, et le châtelet d'entrée ici qui nous mène vers le palais épiscopal. Ce châtelet d'entrée est élevé au tout début du XIVe siècle. Diapo suivante. Son image défensive n'est d'ailleurs pas que symbolique, puisque on pense que sa création dans l'état tel que nous le voyons actuellement, enfin cette volonté de manifester une fonction défensive, relève du fait que l'évêque avait eu à subir quelques émeutes, en 1305 en particulier, et que, non pas en tant qu'évêque, mais en tant que comte, il avait jugé prudent de symboliquement et probablement matériellement se protéger raisonnablement. Dans diapo suivante, dans le fond de l'enclos épiscopal, nous avons le logis, qui est évidemment absolument extraordinaire, le logis du palais proprement dit, bâti au XVIe siècle, restauré pour ses extérieurs, diapo suivante, par Étienne Poncelet, architecte en chef des monuments historiques, dans les années 2000, sur plusieurs campagnes de travaux, évidemment. Nous allons nous retourner, diapo suivante. Vous voyez, là, nous tournons le dos au logis du palais épiscopal et nous nous rapprochons, mais en le considérant sur son arrière, du châtelet d'entrée et nous allons virtuellement pénétrer, en repassant sous la voûte ici, sous le passage, nous allons pénétrer dans la salle qui est ici. Donc nous allons rentrer dans le châtelet d'entrée, photo suivante. C'est une salle qui est voûtée d'ogives, à 4 compartiments, et à l'état certes un peu résiduel, subsistent des sirènes musiciennes qui ont été étudiées par Géraldine Victoire dans le cadre de sa thèse en anglais sur la peinture rurale,
la peinture murale en Picardie, 1250-1350, non publiée, 2010, mais auquel elle nous a permis d'avoir accès. Et donc un chapitre traite du décor monumental en contexte laïque, et les sirènes y tiennent une place. Laïque, vous allez dire, bon, c'est toute l'ambiguïté justement du sujet, on en reparlera à la fin. Alors, de quoi s'agit-il ? Actuellement, le décor est conservé uniquement sur 2 voûtins. Nous n'avons pas le moyen de savoir comment étaient ornés les autres voûtins, même s'il est assez plausible que les thèmes aient été en continuité, évidemment. Une polychromie générale accompagne la représentation des sirènes musiciennes, puisque vous voyez que les ogives, qui sont chanfreinées, sont elles-mêmes polychromes, dans les mêmes teintes, avec des motifs géométriques, des couleurs alternées, ocre, orangé, bleu-gris, noir, et les sirènes elles-mêmes. Alors, rapprochons-nous de ces sirènes musiciennes. L'une joue de la cornemuse, diapo, l'autre, diapo suivante, l'autre joue de la viole. Changeons de voûtin, et donc de diapo. Diapo suivante. Celle-ci joue de la flûte et du tambourin, un balèze les sirènes, flûte et tambourin en même temps. Et la dernière joue de ce qu'on appelle parfois de la trompe ou trompette marine, qui est une appellation qui peut induire en erreur. Marine, en fait, venant d'un glissement sémantique, c'est au sens de mariale, cet instrument qui est un monocorde, en fait, accompagnant, paraît-il, les offices mariaux assez souvent à l'époque. Bon. On a, diapo suivante, non, excusez-moi, revenez en arrière, pardon. On a beaucoup glosé quant à l'interprétation de données à la représentation des sirènes, ici ou ailleurs au Moyen-Âge. Géraldine Victoire, dans ce cadre ici, à Beauvais, écarte la lecture de sirènes malignes, malfaisantes, qui donnerait d'ailleurs éventuellement lieu à un commentaire moralisant. Non, elle y voit bien plus le goût du XIVe siècle, en général, pour des figures de fantaisie, pour des hybrides, pour des grotesques, en quelque sorte. Et signale d'ailleurs d'autres représentations d'élégantes sirènes présentes sur l'orfèvrerie, elle en cite des exemples, contemporaines au XIIIe siècle. Le décor peint dans luminure, diapo suivante, s'il vous plaît, dont celle-ci contemporaine des sirènes de Beauvais, puisque du début du XIVe siècle. Donc vous voyez une œuvre actuellement conservée à Dijon, et vous avez en haut une sirène musicienne, et en haut un hybride à nouveau, musicien lui aussi, mais qui n'est pas une sirène, qui est un animal, créature, qu'il est difficile de qualifier et d'identifier précisément, et ça ne sert probablement à rien d'essayer d'identifier. Des sirènes musiciennes, donc. Géraldine Victoire relie cette typologie aussi au goût et aux pratiques des aristocrates au XIVe siècle, qui prisaient particulièrement les moments musicaux animés par Troubert, troubadours, etc. Et elle met en relation ce thème des sirènes musiciennes avec les nombreuses représentations contemporaines à nouveau des concerts d'anges. Alors, en contexte religieux, évidemment, et bien entendu, diapo, un des exemples les plus spectaculaires et extraordinaires, c'est dans la cathédrale du Mans, tout le monde le connaît, la chapelle de la Vierge, mais on est là aussi au XIVe siècle, plutôt la fin du XIVe siècle ici. De manière, diapo suivante, peut-être un peu plus modeste, à Flavacourt, c'est-à-dire dans l'Oise, pas très loin de Beauvais, un concert d'anges sur la voûte, la voûte lambris, c'est le lambris de couvrement pour être exact. Le lambris de couvrement d'une ancienne chapelle seigneuriale devenue sacristie dans l'église paroissiale Saint-Clair de Flavacourt. Donc une communauté d'esprit, et j'ai pris volontairement une photo donc, de la couverture de la thèse de Géraldine Victoire, couverture sur laquelle elle a mis en exergue donc, ces anges musiciens de Flavacourt. Daté à peu près 1335-40, du fait que la chapelle seigneuriale elle-même est élevée en 1333. Alors pourquoi et pour qui ce décor somptueux à Beauvais ? Revenons à une diapositive générale, monsieur, s'il vous plaît. Alors, où aussi ? Dans le Châtelet d'Entrée.
un décor profane. Palais épiscopal, mais décor profane. Un décor profane, certes, Châtelet d'entrée, certes, ça n'est pas non plus un décor de corps de garde, en quelque sorte. Pas exactement l'esprit. Donc, Géraldine Victoire supposait le fait, on n'a pas de texte qui permette de le confirmer, supposait le fait que le Châtelet d'entrée, au début du XIIIe siècle, avait, malgré ses grosses tours destinées à dissuader les Beauvaisiens un peu trop hardis, avait probablement une fonction résidentielle, et peut-être pour des hôtes, peut-être pour la familia au sens large, mais en tout cas des personnes qui méritaient un décor de cette qualité. On ne peut pas trancher, mais remarquez quand même que du fait que le Châtelet est à la marge du corps de logis, à la marge du palais épiscopal, cela recouvre quand même le thème des sirènes, dont Géraldine Victoire, avec tous les hybrides qui y sont apparentés, relève et indique qu'il se trouve en tant que représentation toujours à la marge de représentations plus nobles en quelque sorte, et que les représentations de sirènes ou d'autres hybrides ne se trouvent pas, et on en trouve dans le décor sculpté aussi ailleurs, on ne les trouve pas immédiatement visibles, ils sont souvent un peu cachés. Même si ce ne sont pas, encore une fois, les sirènes malignes, ce ne sont pas des sirènes. Elles sont peut-être un peu trop séduisantes aussi, dit Géraldine Victoire. C'est peut-être la version très laïcisée, un peu affriolante d'anges, avec leurs instruments de musique. Donc on est quand même, malgré tout, et on revient un petit peu sur la première considération, sur une espèce de dualité peut-être d'esprit. C'est aussi d'ailleurs toute la richesse de ce thème ici illustré. C'est évidemment une commande du comte-évêque, enfin en tout cas pour le comte-évêque. L'évêché comté, enfin le siège épiscopal de Beauvais au Moyen-Âge, avant la guerre de Cent Ans en particulier, est l'un des plus riches de France. Et la représentation des sirènes, relève Géraldine Victoire aussi, relève strictement des cercles aristocratiques les plus puissants, les plus lettrés du royaume. Or, nous avons à Beauvais, dans ces années 1300-1310, un évêque qui s'appelle Simon de Clermont-Nel, qui devient évêque de Beauvais après avoir été évêque de Noyon, devient évêque de Beauvais en 1301, donc il subit les émeutes de 1305. Il fait construire les tours du Châtelet, le Châtelet, et décède en fait en 1313. Simon de Clermont-Nel, évêque de Beauvais, comte de Beauvais, avait été régent de France pendant la seconde croisade de Saint-Louis, et resta ensuite un soutien fidèle des rois qui lui succédèrent, et en particulier de Philippe le Bel, quelqu'un très proche de la cour. Son successeur fut Jean de Marigny, donc de 1313 à 1347, frère d'Enguerrand de Marigny. Donc il n'a pas bien fini, Enguerrand de Marigny, mais c'est donc pour vous dire vraiment le niveau de sociabilité auquel appartenaient ces comtes-évêques de Beauvais. Et c'est donc certainement à Simon de Clermont-Nel, évêque de Beauvais, que nous devons la réalisation de ces sirènes, qui sont, j'espère que ces quelques images vous en convainquent, des chefs-d'œuvre, enfin un chef-d'œuvre, un unicum conservé dans l'histoire de l'art médiéval d'une part, et en même temps significative d'un art de vivre d'une aristocratie, ici à la fois ecclésiastique et laïque, illustrée à Beauvais. Ce qui nous fait considérer avec d'autant plus d'attention leur histoire récente, qui pour cette dernière décennie est douloureuse, et nous attacher à trouver ensemble, avec le propriétaire, le conseil départemental, à trouver des solutions de façon à permettre de les sauver. Donc, diapo suivante. Ça va marcher. Voilà. Madame Auger-Laurent a dit que la dernière décennie était douloureuse, mais en fait, sur 40 ans, peut-être, non, je dirais même 60 ans, l'histoire a été douloureuse. La première, les sirènes sont en très mauvais état à l'heure actuelle, et la première personne qui a
indiquait qu'elles commençaient à s'effriter, c'est Madame Isabelle Palot-Frossard, qui dans les années 80 était inspectrice des monuments historiques dans la région, et elle avait déjà alerté un petit peu le laboratoire des monuments historiques. Et ces sirènes n'ont jamais... Voilà, vous voyez l'état à peu près en 1900 d'une photo faite par Anne Lahr, qui était archéologue, et une photo de Hureau, qui, lui, dans les années... quand on projette de restaurer les tours et d'en faire des pièces de musée, lui était photographe de la Caisse des monuments historiques. Donc vous pouvez voir que ces sirènes n'ont jamais été recouvertes de badigeons, comme c'est souvent le cas des peintures murales dans notre pays. Là, elles sont dans l'état où elles étaient. Je précise qu'elles ont été inscrites très tôt du temps de Mérimée, et que malheureusement, le palais était à l'époque, a été pendant un temps tribunal, et ça servait de pièce à charbon. Vous voyez des cloisons en bois et des cloisons en briques. Ce sont les traces que l'on trouve sur la photo que Madame Auger-Laurent a fait voir après. Photo suivante, s'il vous plaît. Donc, c'est toujours la même photo. Elle a été faite par Richard Schuller en 2014, après la restauration que j'en avais faite en 1913, mais à l'époque, il y avait des échafaudages et donc je ne pouvais pas les photographier. Alors, vous les avez déjà vues, donc photo suivante. C'est pour vous donner une idée de la matière de ces peintures. Il s'agit de peintures sur badigeon de chaux, posées directement sur la pierre. Les seuls enduits qu'il y a sont au joint. Et puis vous avez ici, pardon. Là, vous voyez le dessin actuel et la première esquisse de l'artiste. Là, vous avez un détail de la peinture avant notre intervention de 2013, où on voit les petits manques, les petits effritements qu'on voit partout et qui a justifié l'intervention. Et je précise que il y a 2 sirènes à peu près qui sont authentiques, et puis 2 sirènes qui ont été très restaurées. Diapositive suivante. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que donc la peinture était dans l'état où vous l'avez vu dans les photos noires et blancs, et puis dans fin des années 50, début des années 60, il y a le projet de restauration de la pièce et des peintures. Et le malheur des sirènes commence en 1962, lorsqu'elles ont été nettoyées, restaurées, et on a mis un fixatif qui s'appelle le Rhodopas M. Donc ça, c'est la photo du prélèvement que j'ai envoyé au laboratoire des monuments historiques, parce qu'il y avait des fragments de peinture qui tombaient, et ça, ce sont des fragments ramassés au sol. Le fragment le plus significatif ne pouvait pas être photographié parce qu'il s'agissait d'une espèce de toile d'araignée gluante dans lequel il y avait des petits morceaux, mais vraiment de 1 mm² à peu près, de peinture de badigeon peint. Mais il était impossible ni de le soulever, ni de le toucher, ni évidemment de l'envoyer au laboratoire. Donc c'est avec ce prélèvement-là qu'on a on a identifié la résine, et puis là, vous voyez, c'est des morceaux du parement. Donc de la pierre sur laquelle sont peintes ces sirènes. Photographie suivante. C'est le rapport du laboratoire qui identifie la résine Rhodopas, qui est un PVAC. On ne sait pas si elle a été utilisée sous forme de solution ou sous forme d'émulsion ou de suspension aqueuse. Photo suivante.
Donc, vous avez la photo avant l'intervention de Malessé en 1862. La documentation avait été faite et en photo, et sur la droite, vous avez un relevé aquarellé qui a été fait par Regnault et qui fait partie de la collection de la Caisse des Monuments Historiques. Photo suivante. Alors là, vous voyez la photo à gauche, vous avez l'état des sirènes quand je suis intervenue. Et une photo en UV pour voir à peu près les manques. Donc, je suis intervenue une première fois en 2003 pour ramasser, faire expertiser la résine. En 2004, parce qu'il y avait à nouveau des morceaux tombés au sol. Et là, on m'a demandé une étude préalable et faire des tests, puisque j'avais l'identification de la résine. J'avais déjà extrait à Saint-Floré, dans le Massif central, j'avais déjà extrait un PVAC, enfin un rhodopas en fait, et relativement avec succès, parce que je pense qu'on a réussi à retirer, disons, 90 ou 95% de cette résine qui faisait un voile extrêmement brillant et très très foncé, alors qu'il avait été posé une quinzaine d'années auparavant. Donc cette extraction de racines avait été positive. Donc quand je suis allée, sachant que c'était du rhodopas, j'étais extrêmement confiante. Il s'agissait de faire des compresses de xylène et d'acétone, si je me souviens bien. Sauf que ces compresses n'ont absolument rien donné. Il n'y a pas moyen d'extraire cette résine. Et le seul résultat que j'avais obtenu, c'est qu'avec des compresses, on arrivait en fait à réactiver un petit peu la résine et à lui faire retrouver sa fonction de fixatif en rappliquant la peinture. C'est la seule façon que nous avions trouvé de refixer, de colmater, d'empêcher les petits fragments de tomber. Et puis en 2013, il y a eu un gros projet de restauration du musée et on intervenait aussi sur les sirènes. J'avais eu tellement de problèmes avec cette résine dans mes tests, etc., que j'ai fait une recherche sur le rhodopas, sa nature, ce qu'on pouvait en espérer. J'avais l'appui à l'époque de l'équipe du CNRS Vallot, Roire et Petit, et ils étaient extrêmement pessimistes. La seule chose qu'ils me disaient, on peut tenter de dissoudre la résine, mais la peinture viendra sous forme de poudre avec, et de toute façon, le solvant qu'ils indiquaient, c'était le tétrafluorane. Et c'est une chose extrêmement dangereuse, et donc j'ai dit que non, ça, je n'utiliserai pas ça. À l'appel d'offres sur la restauration des sirènes, j'avais indiqué à M. Poncelet que alors, M. Poncelet avait fait faire aussi une étude par l'atelier Taulis sur les sels. Les peintures sont gorgées de sel, les parements les 3 autres voûtes sont gorgées de sel. Et la conclusion de leur étude, c'était qu'on pouvait éventuellement extraire les sels des parements dépourvus de peinture, mais que pour les peintures elles-mêmes, on ne pouvait rien faire. Donc en gros, depuis qu'on a apposé en 62-63 le rhodopas sur ces peintures, eh bien, on ne peut plus rien faire. On espérait pouvoir pérenniser les peintures en adoptant des mesures de climatologie très précises, et ont été installées une énorme climatisation suite à la restauration des années 2013. Sauf que quand on
on installe ce genre de matériel, il faut s'assurer de sa maintenance et du contrôle. Or, j'ai réalisé plus tard que ça n'avait pas été le cas. Donc, les sirènes sont restaurées, Nous avons fait des retouches à l'aquarelle dans les petits manques et nous avons refixé tous les soulèvements de couches picturales en réactivant la résine avec du xylène. Et puis, en 2015, il y a eu un dégât des eaux. Ça ruisselait dans la voûte, dans les murs, etc. À l'étage au-dessus, évidemment. Et j'avais conseillé d'attendre pour faire un constat d'état parce que le temps que l'eau se véhicule à travers la voûte, ça n'était pas tout de suite. Donc, et puis on m'a rappelé en 2017 parce que les morceaux de peinture commençaient à tomber. Donc, photo suivante. Donc, vous avez à gauche la sirène qui joue de la flûte et du tambourin. Après notre intervention, et puis le début de la chute, la petite tache blanche, c'est le début de la chute de la peinture suite aux dégâts des eaux. Peinture suivante. On m'a demandé un constat d'état, donc j'ai fait un examen des voûtes et vous voyez les petits... voilà, les petites choses noires là, c'est toutes les zones de déplaquage de la peinture, des soulèvements de la peinture. Et l'année d'après, nous avons, là on ne voit pas le premier fragment tombé, les premiers fragments tombés là. On ne voit pas trop parce que là il y avait déjà des échafaudages, donc la lumière est mauvaise. Les petits fragments, mais il y a déjà ce gros déplaquage qui est tombé en l'été 2018. Photo suivante. Dans le détail de la sirène, qui évidemment est ma préférée, et parce que la couche picturale est absolument authentique. Voilà, on voit à côté les zones qui sont soulevées, donc elle est en péril de tomber. Et puis, quand on a fait ces constats d'état, le laboratoire m'avait demandé de mettre des papiers Japon, mais le fait de mettre des papiers Japon aurait entraîné la chute de la peinture, donc on s'est abstenu. Photo suivante. Le laboratoire des monuments historiques a fait toute une étude qui prouve que les sels se sont accrus et qu'à l'heure actuelle, les peintures tiennent par miracle, parce qu'en fait, il y a une couche d'air entre la couche picturale plastifiée et les parements de peinture. Donc, ont été installés tout un dispositif pour recueillir les écailles qui tombaient dans l'espoir de pouvoir les remettre en place. Et là, à l'heure actuelle, ce qui tombe, c'est ce que vous voyez sur la droite. Vous avez le fragment de peinture et un autre qui est retourné, où il y a carrément une couche de pierre. Donc, c'est l'action des sels suite aux dégâts des eaux qui est responsable de la chute de la peinture. Photo suivante. Il y a eu, je ne sais pas s'il y a eu un suivi de la climatisation, mais à partir des nouveaux dégâts et suite aux dégâts des eaux, il y a eu le laboratoire a demandé à la société qui était censée entretenir et faire les relevés de lui fournir donc le laboratoire des monuments historiques a réussi à avoir ces relevés. Et pour donner une petite idée, en bas il y a l'hygrométrie respectée et en haut les températures respectées. C'est ce qui est en bleu. Tout ce qui n'est pas bleu, c'est des températures bien supérieures à ce qui est souhaitable. Le rhodopas, à l'origine, le PAVC, à l'origine, a une température de transition vitreuse de 23 degrés à peu près.
au-dessus de 23 degrés, il devient collant. Et puis il se désagrège dans cette espèce de résine dont je vous ai parlé, Et il semblerait que, en sus, nous n'avons plus du PAVC, mais nous avons un polychlorure de vinyle. À cause de l'action des sels, la résine a muté. C'était une résine thermoplastique. Elle a complètement réticulé aujourd'hui. Et il semble qu'au-dessus de 17 degrés, à 17 degrés, nous atteignons la température de transition vitreuse. Donc il faut impérativement que la salle soit tenue à moins de 17 degrés pour que la résine ne se transforme pas à nouveau en résille, etc. Voilà. Là, ça, c'est le dernier... la nouvelle... voilà. Ça, c'est le dernier rapport fait par le laboratoire des monuments historiques, photo d'après. Et donc, on arrive de réversibilité, il n'y a plus pour les sirènes depuis 1963. Et à l'heure actuelle, la seule solution que l'on peut envisager, c'est la dépose. Enfin, c'est la conclusion du laboratoire, la mienne aussi. Et, voilà. Et donc, je laisse à Madame Auger-Laurent. La dernière diapo, je crois, Madame, que vous aviez d'ailleurs insérée récemment. Ah oui. S'il vous plaît. Alors ça, c'est tout le dispositif qui avait été inventé par Michel Huette pour récolter les écailles qui tombaient et avoir une idée de l'emplacement de ces écailles pour une éventuelle remise en place après dépose, voilà, enfin, dans la future restauration. Donc, on est sur des interventions de 1960 qui sont par nature irréversibles, donc il faut faire avec. On a de l'eau qui a poussé par derrière, à cause du dégât des eaux, qui fait que ça tombe. Et ça tombe d'autant plus qu'encore une fois, c'est complètement imperméable. Je simplifie avec mes mots de conservateur des monuments historiques, qui ne sont pas les mots des restaurateurs. Bon, comment faire? Donc effectivement, a priori, il n'y a que la dépose de possible. On vous passe le temps, mais je vais revenir sur en quelques instants sur pourquoi ce temps aussi. Il y a tout le temps des études, évidemment, qui est parfaitement légitime. Il y a d'autres raisons qui se comprennent. En tout cas, acté depuis quelques jours, bon, ce n'est pas officiel, mais je pense qu'on peut le dire quand même, acté depuis quelques jours, le conseil départemental propriétaire accepte de s'engager dans la phase 1 de travaux que nous préconisons, c'est-à-dire la dépose. La dépose et la mise en conservation. Pas encore de décision sur la phase 2, qui sera la phase de restauration et de repose. La dernière réunion que nous avons eue sur place, nous, c'est-à-dire la conservation des monuments historiques, le laboratoire de recherche des monuments historiques, dans ces deux composantes, pôle pierre et pôle peinture murale, bien sûr la maîtrise d'ouvrage, conseil départemental et ses représentants aussi au musée départemental de l'Oise, en particulier M. Pinta, merci. Et les CAOA, Marie-Bénédicte Dumarteau, qui était là hier mais pas aujourd'hui, donc les conservateurs d'antiquités et objets d'art, Marie-Bénédicte Dumarteau, conservateur délégué d'antiquités et objets d'art maintenant, Richard Schuller. Donc nous travaillons tous ensemble pour sauver les sirènes. Nous avons, alors nous maintenant c'est nous, monuments historiques, nous avons demandé à ce qu'il y ait un maître d'œuvre pour envisager cette dépose, chose à laquelle au début nous n'étions pas forcément ralliés, mais qui nous paraît absolument impérative, du fait que non seulement il s'agit de déposer, ce qui en soi est déjà un acte extrêmement technique, déposer et poser sur une forme qu'il faudra construire, parce qu'évidemment on ne va pas les poser par terre à plat, pas possible, donc dresser une forme qui épousera exactement toutes les irrégularités du support sur lequel elles sont actuellement, pour qu'elles ne subissent pas d'autres déformations. En vue de tout cela, d'ailleurs, en plus de l'analyse du LRMH, nous avons eu la collaboration du conseil départemental par le biais de son service archéologique qui a fait une photogrammétrie extrêmement précise au millimètre près de toute la surface de voûtement d'une part, plus des relevés en... Il ne faut pas que je me trompe sur les mots,
plus un scan 3D, ça je comprends, et des relevés en infrarouge stimulés faits par le LRMH, de façon à avoir un état des lieux exact du support et de la peinture. Donc déposer, mettre en conservation, restaurer, reposer. On sait au moins, en ce qui concerne la restauration, pour laquelle Madame Barra a travaillé sous la forme d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour déjà poser les principes généraux qui devront guider, donner un fil conducteur pour le conseil départemental maître d'ouvrage. Nous savons déjà qu'il faudra impérativement mettre une interface entre la peinture restaurée et la voûte. Et on en revient à la notion là de réversibilité, en quelque sorte, ou retraitabilité, mais la réversibilité au sens strict, puisque la matière de la peinture sera refixée, je dis refixée au sens large, sera fixée, liée à ce nouveau support interface qui, lui, sera appliqué sur la maçonnerie, sachant que, bien entendu, il y a aussi des interventions sur la maçonnerie à prévoir, et bien entendu, tout un programme de régulation du climat à long terme, sur le long terme, je veux dire, avec une maintenance sur le long terme, création de SAS aussi probablement, ce pourquoi, encore une fois, la présence d'un architecte qualifié est absolument indispensable. Donc c'est tout ça que nous devons maintenant concevoir progressivement, avec cet encouragement énorme, évidemment, de cette décision du conseil départemental, et on comprend la difficulté du propriétaire, maître d'ouvrage. Et on en revient à la croisée des domaines. C'est-à-dire que juridiquement, on est devant un immeuble par nature, ce qu'est une peinture murale, traité qui est un décor en même temps, donc plutôt géré par le conservateur des monuments historiques, disons, plus que dans le quotidien des conservateurs de musées. Or, cette peinture est dans un musée, mais elle n'est pas une œuvre considérée, vécue, je crois, comme, je simplifie un peu, comme une œuvre du musée. Dans le musée, mais pas du musée, d'une part. Plus cette ambiguïté un peu juridique, donc d'immeuble, décor, meuble, enfin une espèce d'entre-deux, ou tout à la fois, en quelque sorte. Et cette iconographie profane dans un édifice para-religieux, en quelque sorte, tout ça est assez déconcertant. Et peut-être fallait-il mettre les mots pour le dire, et je pense que ça explique en très grande partie le temps pris, indépendamment du temps des études, mais le temps pris aussi par le conseil départemental en tant que maître d'ouvrage pour prendre cette décision d'y aller, en quelque sorte. Oui, c'est dans le musée, mais c'est pas du musée. Et on comprend tout à fait cette réaction, en quelque sorte, ce ressenti, maintenant qui est tout à fait dépassé. Et je pense qu'on est sur des questions de retraitabilité ou non, on est aussi sur des notions d'acceptabilité de traitement, de prise en compte de traitement par des maîtres d'ouvrage. Et que suivant la nature d'intervention envisagée, suivant la nature même de l'œuvre sur laquelle on travaille, je pense que cette acceptabilité, elle doit être conçue et essayée progressivement, parce que pour nous-mêmes, ça a été long, je crois, finalement, de penser ça, de penser ensemble et aller ensemble vers les bonnes solutions. Donc nous espérons un recrutement d'un maître d'œuvre peut-être d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, enfin au plus tard l'année prochaine, mettre vraiment en place le protocole de travaux et aller vers la dépose. Ce qui sera une grande aventure, probablement même à l'échelle probablement française, quoi. Ce sont des opérations qu'on ne fait plus depuis très 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 longtemps, surtout qu'il n'y a quasiment pas de couche intermédiaire, c'est le badigeon sur la pierre, pas d'enduit intermédiaire. On vous racontera. Voilà.